Bien, je vous propose qu'on commence. Mesdames, Messieurs, Monsieur le conseiller administratif de la ville de Genève, Madame Gabrielle Richard, chers collègues, chers amis, au nom de l'Université de Genève, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde intitulée « Faire famille, ouvrir les perspectives grâce aux modèles familiaux queers », qui est inspirée par l'ouvrage de Madame Gabrielle Richard, qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui à Genève. Donc, comme vous le savez, cette table ronde fait partie intégrante de la campagne contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie, menée par le service Agenda 21 de la ville de Genève. Et je suis particulièrement heureuse que l'Université de Genève accueille ce soir cette rencontre autour des questions de parentalité, de diversification des modèles familiales. Il est en effet primordial que l'université soit à la pointe de la recherche dans ce domaine. Notre institution a un rôle primordial à jouer dans la cité, en particulier lorsque ses travaux permettent de questionner les modèles existants, de remettre en question des normes qui ne correspondent plus forcément à la réalité contemporaine. Les nouveaux modèles de famille qui se sont développés nous forcent à sortir du confort relatif d'une conception de la famille comme essentiellement nucléaire et biologique. Et bien que cela puisse sembler un obstacle pour certains ou certaines, je suis convaincue que cet effort d'ouverture permettra d'enrichir notre société. Et il est ainsi capital que l'université soit un moteur dans ce mouvement vers plus d'inclusion et plus de souplesse. Être un moteur d'inclusion, améliorer le bien-être des étudiants, des étudiantes, des collaborateurs, des collaboratrices, à travers un accompagnement plus adapté, font en effet partie intégrante des priorités de l'université. Et il me semble particulièrement important que ce moteur inclusif se développe en coordination avec nos amis vaudois, que la région lémanique joue un rôle leader sur cette question. Je souhaite donc la bienvenue à Sylvain Bérut, qui est actif au pôle trans du Checkpoint Vaud de la Fondation Profa, à Marty Roca, dit Escoda du Centre en études genre de l'Université de Lausanne, co-directrice du Gender Campus de l'Université de Lausanne. Je suis aussi évidemment très heureuse d'accueillir aujourd'hui Gabrielle Richard, autrice de l'essai « Faire famille autrement », et d'ouvrir cette soirée autour de ces questions fondamentales pour notre société. Avant de terminer, j'aimerais remercier les équipes qui ont rendu possible cet événement, de la ville de Genève, du service égalité et diversité, Châtille et Coffet de l'association 360, ainsi que Lynn Molino qui a accepté de modérer la table ronde. À toutes et tous, je vous souhaite une soirée très enrichissante. Merci. Recommander de descendre les micros, de les adapter. Voilà, Madame la vice-rectrice, Mesdames, Messieurs et toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces deux termes, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette soirée qui est organisée donc dans le cadre de la campagne de la ville de Genève contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Et cela depuis 2013. 2013, c'est Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. C'est l'occasion pour la ville de Genève, en tout cas, toujours de proposer des campagnes d'affichage et des événements en lien avec cette journée internationale. L'objectif, c'est de donner plus de visibilité aux communautés lesbiennes, aux communautés gays, bisexuelles, transgenres, intersexes, queer ou appartenant à d'autres minorités de genre ou à d'autres sexualités. Elle permet donc de réaffirmer le soutien de la ville de Genève en faveur des droits des personnes LGBTIQ+, et aussi de sensibiliser le public aux enjeux spécifiques qui entourent ces communautés. La ville cherche
ainsi, et à notre niveau, à faire avancer la lutte contre toutes les discriminations et particulièrement celles en raison de l'orientation sexuelle ou affective, de l'identité ou de l'expression de genre et des caractéristiques sexuelles. Pour cette année, pour cette édition, la thématique choisie, c'est celle des familles et des parentalités LGBTIQ. Cette campagne 2023, c'est aussi l'occasion d'exprimer, de réaffirmer la légitimité des familles et des parentalités, et cela, quelle que soit leur forme, je dirais sous toutes leurs formes. Il s'agit pour nous de les rendre visibles, toujours, de manière positive, bien entendu, de manière, dirais-je, bienveillante, mais surtout, nous invitons la population genevoise à se questionner sur des fondements normatifs de notre société et qu'est-ce que cela signifie vraiment être une famille ou être parent au-delà de ces liens génétiques ou légaux. Alors, certes, ces dernières années, plusieurs évolutions positives, longtemps revendiquées, ont été réalisées. Je pense notamment à l'entrée en vigueur en juillet 2022 du mariage pour tous et toutes, qui a été largement accepté par le peuple et qui a permis enfin aux couples de même sexe de s'unir sur le même modèle que celui des couples hétérosexuels. Ce changement législatif leur a également donné l'accès à l'adoption conjointe et pour les couples de femmes à la PMA pour procréation médicalement assistée. Alors ce référendum a été évidemment largement accepté. Ce n'est pas non plus le fruit du hasard, c'est le fruit d'un long combat, comme d'autres combats auxquels nous devons faire face. Parce que même si, comme je viens de le dire, la PMA a été acceptée, même si les choses évoluent parfois, des inégalités restent bien vivantes et vivaces. Ainsi, sur cette même PMA, on voit que les assurances maladie refusent de prendre en charge la PMA pour les couples de femmes, alors qu'au même moment, chaque tentative, évidemment, représente un coût conséquent, alors qu'au même moment, les couples hétérosexuels, eux, bénéficient de la prise en charge par ces mêmes assurances. Et puis, l'accès à la PMA est également refusé aux personnes trans, dont la parentalité reste encore aujourd'hui dans nos sociétés un tabou et qui est très fortement invisibilisé. Nous avons d'ailleurs eu l'opportunité au début de cette campagne de proposer une soirée sur la thématique des parentalités trans. Cette soirée a permis de présenter des expériences et de diffuser des informations pratiques auprès des personnes concernées et surtout de leurs proches, et cela avec l'aide des associations LGBTIQ+. Associations qui, il faut le dire encore une fois, font un travail d'accompagnement remarquable et nécessaire pour faire évoluer les mentalités et aboutir peut-être un jour au même résultat que nous avons obtenu lors du mariage pour toutes et tous. Et cela permet aussi de crier quelque part haut et fort que oui, la parentalité trans, elle existe. Et cela même si elle en déplaît à certaines et à certains. Ces parentalités sont possibles, même si encore aujourd'hui, elles rencontrent de nombreux obstacles sociaux, médicaux bien sûr, mais surtout des obstacles légaux. Et pour nous, elles doivent être reconnues, ces parentalités, et légitimées. Les différentes rencontres et discussions qui ont eu lieu depuis le lancement de cette campagne l'ont clairement montré. Il existe au sein des communautés LGBTIQ une très grande variété de modèles familiaux et de parcours de parentalité. Mais leur point commun est d'avoir dû contourner des obstacles légaux et sociaux, voire sociétaux, et d'avoir dû faire preuve d'une extraordinaire résilience et de beaucoup de créativité. La discussion de ce soir ne manquera certainement pas de le souligner, tout en nous donnant
des pistes, et j'en suis persuadé, encore des pistes pour le futur. Cette pluralité de modèles et de parcours hors des carcans étroits de nos représentations habituelles, hors des normes imposées par le droit dominant et la morale dominante, elle aussi, constitue en effet une opportunité pour nos sociétés. Une opportunité pour faire ensemble notre société, pour chacune et pour chacun d'entre nous. Elle nous invite ainsi à réinventer constamment la famille, en assurant quelque part, par là même, sa pérennisation, mais sous d'autres formes diverses et surtout beaucoup plus accueillantes. Je voudrais donc remercier Gabrielle Richard, Tchate Koffé, Martha Roca Diesco, Aileen Molino, d'avoir accepté cette invitation. Et je suis certain que votre expertise et cette discussion vont semer des graines prolifiques et vont ouvrir nos perspectives, qu'elles vont nous donner quelques clés de plus vers plus de liberté individuelle, plus de liberté collective, plus d'égalité et surtout plus de fraternité. Je remercie l'Université de Genève pour son accueil et en particulier à l'équipe du service Égalité et Diversité pour la collaboration autour de cette soirée. Je voudrais finir par par dire surtout que faire famille, c'est donner à chacune et à chacun la possibilité, indépendamment de son orientation sexuelle ou de sa sexualité, c'est de donner à chacune et à chacun la possibilité de se réaliser et surtout de réaliser son plein potentiel. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, bonsoir et bienvenue à cette soirée de discussion proposée dans le cadre de la campagne contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie de la ville de Genève, qui a débuté le 7 mai et se poursuit jusqu'au 21. Donc, je suis Stéphanie Monet, je suis chargée de mission et je coordonne la campagne pour le compte de la ville de Genève. Donc, cette journée de sensibilisation a lieu chaque année depuis 2013 autour de la journée internationale du 17 mai et chaque édition explore une thématique différente à travers un affichage public dans les rues de Genève et à travers des rencontres et des actions de sensibilisation élaborées en partenariat avec de nombreuses institutions et associations. Donc, la campagne 2023 s'intéresse à la diversité des familles et parentalités déployées au sein des communautés LGBTIQ+, et par son slogan que vous voyez juste ici, donc sous toutes leurs formes, les familles et parentalités LGBTIQ+, sont légitimes, eh bien, elle souhaite mettre en valeur la manière dont les personnes et communautés LGBTIQ+, ont su réinventer avec créativité les institutions traditionnelles que sont la famille et la parentalité. Mais elle cherche aussi à sensibiliser le grand public aux obstacles et aux discriminations qui touchent encore et toujours les communautés LGBTIQ+ dans ce domaine. Donc, la campagne d'affichage est présente dans les rues de Genève depuis la semaine dernière. Elle est composée de 6 illustrations réalisées par l'artiste Louisa et qui donnent à voir des représentations positives, enjouées et bienveillantes de la diversité des familles et parentalités LGBTIQ+. Donc, on a vraiment des portraits de familles empreints de complicité, d'amour, de solidarité, que vous retrouvez aussi en format cahier de coloriage. Et ce cahier, ainsi que toutes les affiches de la campagne, sont à votre disposition vers l'entrée, donc servez-vous. Donc, on a encore tout un programme qui a commencé le 7 mai et qui se poursuit encore jusqu'à mercredi. Donc, demain soir, la Geneva Pride, en collaboration avec l'association Interaction, vous invite à découvrir leur documentaire « Le Point sur les i », qui parle des parcours des personnes intersexes à Genève, suivi d'une discussion sur le rôle de l'entourage familial dans leur vécu, le tout au cinéma bio. Et puis, ce 17 mai, journée internationale contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie, ce sera bien rempli. On commencera à 8h du matin avec la traditionnelle cérémonie d'hommage à Bartholomé Tessia et aux victimes de LGBTIQ+ phobie dans le monde. Donc, un moment d'hommage dans l'espace public avec des allocutions et un jeté de fleurs dans le Rhône. Le 17 mai, c'est aussi l'occasion pour la ville d'affirmer son soutien aux communautés LGBTIQ+, à travers des actions symboliques dans l'espace public,
avec le pavoisement du pont du Mont-Blanc et du palais Anna et Jean-Gabriel Hénard aux couleurs des fiertés LGBTIQ+. Et en soirée, si la météo le veut bien, le jet d'eau sera également illuminé aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et enfin, le musée d'ethnographie de Genève organise durant cette journée un rendez-vous lecture pour les familles animé par Genève Vegas. Donc vous avez tout le programme et les informations sur le site 17mai-genève.ch que je vous invite à aller consulter. Donc merci à l'Université de Genève et à son service égalité et diversité pour la collaboration autour de cette soirée. Et merci à tout le panel de ce soir d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment très contentes de vous accueillir. Et puis, je vous souhaite une riche discussion et je laisse tout de suite la parole à Juliette Labarthe, directrice du service égalité et diversité de l'Université de Genève, qui va vous parler de tout ce qui est prévu dans l'Alma Mater ces prochains jours. Merci. Merci, bonsoir. Dernière introduction. Après, on vous laisse la parole à la table ronde. Juste quelques mots. Comme l'a dit notre vice-rectrice Brigitte Gaillot, l'UNIGE s'attelle depuis plusieurs années à développer une stratégie égalitaire et inclusive agissant sur plusieurs niveaux, sensibiliser et informer, comme dans le cadre de cet événement ce soir par exemple, pour prévenir les discriminations, mais aussi faire évoluer les pratiques et former la communauté. Cette année, par exemple, des ateliers de formation ont par exemple été donnés à plusieurs reprises afin de prévenir et sensibiliser aux discriminations LGBTIQ, formant plusieurs dizaines de personnes en interne. C'est un début et nous allons continuer. Maintenant, pour le programme de la semaine, donc cette semaine, différents moments à l'UNIGE, la traditionnelle journée de stand demain, mardi 16 mai, dans le hall d'Unimail, entre 11h et 15h, avec la présence de nombreuses associations et institutions, au programme échange, information, rencontre aussi avec les associations. C'est un moment de partage qui est très important pour nous, où les étudiants et étudiantes sont aussi présents sur les stands. Et puis, le mercredi 17 à 12h15, ce sera le vernissage de la nouvelle exposition du Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités, intitulée Presse Gay, avec une table ronde réunissant différents intervenants et intervenantes autour des enjeux de la presse gay, notamment le professeur Benoît Éperon de la Haute École de Gestion, l'association Think Out, Romain Corminboeuf et Philippe Scandolera du magazine 360. Cette exposition sera à voir au Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités jusqu'au, il faut que je cherche la date, jusqu'au mois de juin, 30 juin prochain. Il y aura notamment plusieurs visites guidées. Je vous invite à vous y inscrire les 1er, 9 ou 21 juin. Voilà. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole enfin à Gabrielle Richard pour son intervention. Bonne soirée et merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. J'ai pris des petites notes parce que je veux être rigoureuse dans ce que je dis. Alors, d'abord, merci à tout le monde. Merci de vous être déplacés ce soir. Merci à Stéphanie et à Guillaume pour l'invitation. Et merci à l'Université de Genève pour l'accueil dans ces locaux. Il y a 2 ans, maintenant, j'ai décidé d'aller à la recherche, à la rencontre, à la recherche, c'est un peu la même chose, de parents queer. Je voulais discuter avec eux de la marge de manœuvre dont ils estimaient disposer quand il s'agissait de devenir parents, d'avoir des enfants, de faire famille. J'ai eu le privilège de rencontrer à peu près une 40aine de parents queer de différents pays dans la francophonie. On a parlé ensemble de ce que ça pouvait représenter d'être un parent queer dans des sociétés qui n'ont pas nécessairement prévu ou pensé notre existence. Alors, pour les gens parmi vous qui êtes en sciences sociales, vous savez sûrement que quand on apprend à faire des entretiens en sciences sociales, on se fait souvent dire qu'il est important de créer un lien de confiance avec les gens en entretien. Alors, c'était pas nécessairement une tâche simple pour ces entretiens, pas parce que les parents queer sont des personnes particulièrement hostiles, mais parce que la plupart de ces entretiens ont été faits en visioconférence, parce qu'on était complètement dans la période de confinement COVID. Donc, pour faciliter autant que faire se peut cette prise de contact, ce lien de confiance, j'ai trouvé important de, moi aussi, me livrer aux parents queer que j'allais interviewer sur des aspects, après tout, très personnels de leur vie intime, conjugale, amoureuse, sexuelle et familiale. Et donc, je leur ai parlé de moi, je leur ai parlé de mon partenaire, je leur ai dit que j'avais 2 enfants, que mon aîné avait 13 ans et qu'on avait été sa famille d'accueil avant de finalement pouvoir l'adopter, donc de sceller légalement nos liens.
Je leur ai dit que j'avais un plus petit, un Benjamin qui avait 4 ans, et que c'est moi qui l'avais porté à la suite d'un don de sperme. Et j'ai commencé, après toutes ces petites anecdotes sur ma personne, j'ai commencé chaque entretien en leur demandant « Et toi, est-ce que tu as toujours pensé devenir parent? » Alors, vous l'imaginez peut-être volontiers, mais la question est très simple et la réponse, elle était évidemment très complexe. Pourquoi c'était complexe de répondre à cette question-là quand on est un parent queer? Parce que, vous le devinez rapidement, parce que la famille est une de nos institutions les plus normatives, les plus traditionnelles. Donc, c'est une institution qui véhicule un grand nombre de normes, qui est attachée à ces normes-là et qui tolère mal le fait qu'on prenne ou qu'on souhaite prendre un pas de distance par rapport à ces normes-là. Donc, on sait que d'après nos représentations contemporaines, occidentalo-centrées de la famille, je ne vous apprendrai rien, une famille, c'est censé se fonder sur un couple qui serait composé d'un homme et d'une femme, cisgenres, qu'on espère amoureux, qu'on souhaite monogame et idéalement qui seraient mariés, parce qu'il faut bien un peu de magie maritale dans tout ça. On souhaite des personnes qui cohabitent et qui ont un ou des enfants qui leur seraient idéalement biologiquement liés. Donc, c'est ça nos conceptions ou la conception dominante de la famille dans nos sociétés occidentales à l'heure actuelle. Alors, vous l'imaginez bien, avec les personnes queer, on est souvent très loin du compte. On est très loin du compte et ça fait peur à bien des gens. En particulier, hein, si on essaie de voir ce qui est en jeu, en particulier, les personnes queer se situent souvent en rupture avec 2 normes en particulier, souvent plus, hein, mais au moins 2 normes qui sont inhérentes justement à cette conception de c'est quoi une famille, de c'est quoi une vraie famille, de c'est quoi une famille convenable. Alors, je mets un nombre incommensurable guillemets pour prendre évidemment mes distances par rapport à ces termes-là. La première de ces normes, c'est évidemment l'hétérosexualité. Alors, l'hétérosexualité va avec cette conception selon laquelle il y aurait 2 genres, et que uniquement 2 genres, et que ces genres-là seraient complémentaires. Donc, l'hétérosexualité et la complémentarité des genres, c'est les assises de ce qu'on va considérer comme normal, de manière générale dans nos sociétés, et particulièrement en matière de parentalité. Ce qui se passe, c'est que, évidemment, puisqu'il faut des ovocytes et des spermatozoïdes pour concevoir un enfant, mais on va rapidement franchir le pas entre la complémentarité des gamètes et la complémentarité des rôles dans la parentalité. Donc, on va se dire, comme il faut des ovocytes et des spermatozoïdes, nécessairement, il faudrait un homme et une femme cisgenres, donc nécessairement, il faudrait l'hétérosexualité pour minimalement concevoir un enfant. C'est du moins la logique qui anime ces conceptions normatives. Alors, la mère, dans ce contexte-là, encore une fois, je ne vous apprends rien, mais la mère, c'est la personne qui va fournir les ovules, les ovocytes, qui va porter l'enfant, qui va accoucher, qui va parfois allaiter, qui va prendre la plus grande partie du congé parental, qui va rassurer, guérir, câliner, etc. Dans cette conception de complémentarité des rôles, le père, bien, c'est la personne qui fait le reste, finalement, qui fournit les spermatozoïdes, qui accompagne la mère dans la grossesse, dans l'accouchement, dans l'allaitement, lorsqu'il y a allaitement, etc., qui va taquiner, encourager la prise de risque, etc. Alors, évidemment, ce sont les récits de parentalité qu'on entend. Ce sont ceux qui se donnent à voir et ce sont ceux qu'on voit communément représentés. Mais ce n'est pas de ces parents-là qu'on va parler ce soir. Les personnes queer dont on va parler ce soir vont détacher la parentalité, dans bien des cas, pas toujours, mais vont souvent détacher la parentalité de son exigence d'hétérosexualité. Alors, bien des parents queer vont non seulement concevoir leur famille en dehors de l'hétérosexualité, mais souvent en réaction face aux arrangements traditionnellement hétérosexuels. Et donc, les cas de figure sont évidemment nombreux, mais on peut... en fait, les parents queer ont souvent en commun de faire un pied de nez à cette idée qu'un enfant devrait nécessairement avoir 2 parents et que 2 parents, et que ces parents devraient, comme on l'a dit, nécessairement être en couple et en couple monogame. Donc, c'est cette idée de superposition de la parentalité, de la conjugalité et de la cohabitation qui est remise en question dans ces modèles alternatifs de la famille.
Donc ça, c'est la première de ces normes-là qu'on vient un peu, disons gentiment, taquiner, voire frontalement questionner quand on parle de parentalité queer. La seconde de ces normes-là, c'est la norme ou cette idée de filiation biologique. Alors, l'existence d'un lien biologique entre parents et enfants, c'est souvent non seulement vu comme souhaitable, mais globalement peu interrogé. C'est qu'on prend pour acquis que c'est quelque chose qui va de soi. Par exemple, la plupart, il y a toujours des exceptions évidemment, mais la plupart des personnes cisgenres et hétérosexuelles qui ont un enfant, il est rare que ces personnes-là vont choisir en première instance de procéder par adoption ou de choisir un projet de coparentalité avec une autre personne ou un autre couple. Ça peut arriver, mais c'est loin d'être quelque chose de commun. C'est souvent quand la reproduction hétérosexuelle tarde à advenir qu'on va commencer à considérer quelles sont les alternatives, comment on peut accéder à ce désir d'avoir un enfant de manière alternative, vu que cette façon conventionnelle ne fonctionne pas dans les termes ou dans les temps désirés. Évidemment, c'est tout autre chose pour bien des personnes queer qui, souvent, sauf exception, ne pourront pas se prévaloir d'une procréation traditionnelle ou vont devoir interroger l'attachement qu'elles portent à ce lien biologique-là. Donc, évidemment, les exemples sont très communs, mais ici, on parle d'un couple de femmes cisgenres, lesbiennes, qui sont en couple. De toute évidence, les deux personnes, si elles souhaitent porter un enfant, bien, les deux ne peuvent pas se prévaloir de ce processus et être enceintes, du moins en même temps. Donc, il y a cette nécessité d'avoir une discussion sur l'importance qu'on accorde à ce lien biologique-là et le désir de porter un enfant. Donc, il y a ce questionnement qui est présent chez bien des parents queer qui n'est pas toujours présent, pas dans les mêmes modalités chez des parents cisgenres hétérosexuels. Le lien biologique, il est tellement important que quand il n'existe pas, on va souvent mettre en place des choses pour faire semblant qu'il existe, pour mimer son existence. J'ai deux exemples qui sont relativement parlants. Quand un enfant est adopté, quand on va procéder à l'adoption plénière d'un enfant, l'État va procéder à une réédition de son certificat de naissance. En d'autres termes, pour donner un exemple, quand j'ai adopté mon enfant, on a réémis le certificat de naissance de mon enfant et on a effacé le nom des parents biologiques de mon enfant pour mettre le nom de moi et du coparent de mon enfant adoptant. Ce faisant, ce qu'on met en place, c'est qu'on crée ce qu'on pourrait appeler une fiction biologique. On fait semblant que moi et mon partenaire, on est les parents biologiques de cet enfant-là. On efface la première partie de sa vie. Donc, ça dit quelque chose de l'importance qu'on accorde, pas nécessairement au lien biologique, mais à la prétention de lien biologique dans ce contexte-ci. C'est aussi pour mimer un certain lien biologique qu'il y a beaucoup de cliniques de fertilité qui vont prendre note des mensurations des partenaires des personnes inséminées. Encore une fois, c'est peut-être plus facile de donner un exemple, mais si par exemple, moi, quand j'ai été en clinique de procréation médicalement assistée, on a pris les mensurations de mon partenaire qui ne portait pas l'enfant, qui n'avait aucun désir de porter cet enfant-là. Et quand on a posé des questions à savoir pourquoi c'était cette procédure-là, bien, on a dit, bien, c'est parce qu'on va chercher un donneur qui va ressembler à votre partenaire, ce qui ne correspondait pas dans l'absolu à rien de ce qu'on avait souhaité ni verbalisé. Donc, ce qui est mis en place, ce qui est un peu le fonctionnement par défaut, c'est cette idée que tout le monde souhaiterait, si pas ce lien biologique, bien, minimalement quelque chose qui laisserait entendre qu'il y a un lien biologique entre un enfant et un parent. Dans Faire famille autrement, je compare faire famille à faire un puzzle. Bon, avec les limites que ça présente, que toute métaphore présente. Hein, et je dis que quand les personnes cisgenres et hétérosexuelles souhaitent devenir parents, bien, c'est comme si elles s'attelaient à la création de puzzle. Elles vont s'asseoir à table et il y a devant elles une table avec une boîte, avec une image et un certain nombre de pièces de puzzle. Alors, ces personnes-là, sauf exception, connaissent d'avance l'image qu'elles vont chercher à assembler, parce qu'elles ont l'image devant le nez, hein? Et elles savent à peu près, à quelques différences près, mais à peu près quel morceau est à mettre à quel endroit pour faire, au final, l'image qui est souhaitée. Hein? Évidemment, terminer un puzzle, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de son degré d'aisance, en fonction du temps qu'on accorde
à ce projet-là, en fonction des ressources dont on dispose, etc. Mais de manière générale, les personnes cisgenres et hétérosexuelles ne sont pas amenées à questionner la grande image, tant elle va de soi, tant c'est pris pour acquis que je m'assois pour faire un puzzle et voici l'image que je cherche à reproduire. Alors, si on reprend l'analogie pour les personnes queer aussi souhaitent faire des puzzles. Seulement, longtemps, on leur a dit « les puzzles, c'est pas pour toi ». Alors, quand finalement, elles s'assoient à la table, elles ne disposent pas de la grande image, elles n'ont pas la boîte du puzzle, elles ont des pièces sans trop savoir comment ces pièces-là sont censées s'assembler pour former éventuellement une grande image, hein, qui est l'image de ce projet de parentalité-là. Et si elles devinent bien que toutes ces pièces-là devront figurer dans le puzzle final, elles ne savent pas encore à quel endroit, elles ne savent pas si elles disposent de toutes les pièces, s'il faut aller chercher des pièces ailleurs, etc. Donc, il y a cet enjeu quand on parlait de manque de représentation tout à l'heure, notamment de manque d'information sur les manières, les modalités de faire famille, c'est aussi ça qui est en jeu dans cette analyse du puzzle. Vous allez voir, je suis très forte en métaphore, je vais en faire plein ce soir. Alors, ce soir, parce qu'une fois n'est pas coutume, on va penser la famille en décentrant l'hétérosexualité, en questionnant cet impératif de filiation biologique. Et on va parler de femmes lesbiennes qui ont procédé à des inséminations maison, par exemple, grâce à une pipette ou au sperme d'un donneur qui est plus ou moins proche. On va parler d'hommes gays qui ont eu recours à la gestation pour autrui. On va parler de parents non-binaires et ou de parents trans qui ont vécu une grossesse. On va parler de personnes queer qui ont adopté un enfant ou qui ont joué le rôle de parents pendant un certain moment dans la vie ou dans le parcours d'un enfant donné. On va parler de parents qui ont eu recours à ce qu'on appelle la méthode ROPA. La méthode ROPA, c'est un acronyme pour réception des ovocytes de la partenaire ou du partenaire, et grâce à laquelle une personne va porter un enfant qui est conçu à partir des ovocytes d'une autre personne. On va parler de personnes qui sont non gestatrices mais qui ont allaité leur enfant. On va parler de parents queer qui peuvent élever potentiellement leur enfant en coparentalité choisie, à 2, à 3, à 4 parents. On va parler de parents queer qui élèvent leur enfant seul par choix, de parents queer qui élèvent leur enfant en colocation, en collectivité. Donc, on va aller voir du côté des parents queer qui font famille autrement. Je vous le promets, je vous le garantis, il y a des choses assez fantastiques à voir. On discute? Merci beaucoup, Gabrielle. Merci à toutes les personnes qui sont présentes et à toutes les personnes qui ont introduit la soirée. Bonjour, du coup, bienvenue à cette table ronde où on va donc parler de famille, de faire famille en tant que personne queer et de ce que les familles queer ouvrent comme champ de réflexion, pouvant profiter à chacun, chacune, finalement, qu'on soit queer ou pas. Je m'appelle Lynn Molino, donc je suis artiste et activiste et je me charge ce soir de la modération de cette table ronde qui sera suivie d'un moment de réponse aux questions, si vous en avez. Merci donc d'attendre la fin de la discussion pour les poser. Elles seront bienvenues à ce moment-là. Pour la discussion, on l'a dit rapidement, on accueille donc Gabrielle Richard, qu'on ne présente plus, qui est donc sociologue, chercheuse, spécialiste des questions de genre et de sexualité, et qui a donc écrit cet essai « Faire famille autrement ». On accueille également Chati Ekoffey, qui est activiste, responsable du pôle famille LGBTQA de l'association 360, ici à Genève, et Marta Roca-Iescoda, qui est sociologue, maîtresse d'enseignement et de recherche au Centre en études genre de l'Université de Lausanne et responsable de la plateforme interfacultaire en études genre. On devait également accueillir, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, Sylvain Beyrout, qui est collaborateur au pôle trans du Checkpoint Vaud de la Fondation Profa, qui est malheureusement absent pour des raisons de santé. Son expertise sur la question des parentalités trans va nous manquer et on est navré qu'il ne puisse pas être avec nous. Je propose qu'on plonge directement dans le vif du sujet avec ce panel riche qu'on a la chance d'accueillir aujourd'hui. Et donc, comme l'a rapidement mentionné M. Gomez dans son introduction, peut-être commencer par recentrer la question sur la situation en Suisse. Nous avons accepté dans les urnes en 2021 le mariage égalitaire pour tous les couples, un enjeu important quand on parle de faire famille et pour lequel les associations et activistes LGBTQIA+ se sont battus depuis longtemps. Cette victoire, elle peut donner l'impression que l'égalité dans l'accès à fonder sa famille, c'est à présent quelque chose d'acquis.
Mais la réalité sur le terrain, elle reste beaucoup plus complexe. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation actuelle ici en Suisse pour ces familles queer? Qu'est-ce qui a changé et quelles sont les difficultés qui perdurent? Bonsoir. Vous m'entendez? Ok. Oui. Donc, la liste est très longue. Donc, je vais commencer, mais Chati, qui connaît mieux que moi d'ailleurs, elle va continuer. Mais oui, on peut quand même se réjouir qu'enfants, avec beaucoup d'entraves et pas du tout linéaires, on peut aspirer à une reconnaissance de la filiation des parents de même sexe en Suisse. Mais il y a encore beaucoup de choses à régler, des ajustements à faire, déjà dans le droit, mais aussi après, je ne dis même pas dans les pratiques qui entourent le droit. Et donc, en droit, comme ça a été déjà dit, il y a encore la question de l'adoption. Et donc, si on fait une PMA à l'étranger, même si maintenant la PMA est autorisée en Suisse pour les couples lesbiens mariés, donc, parce que c'est avec donneur, donc il faut être marié. On sait très bien que le don d'ovocytes, c'est interdit. Disons qu'on a une PMA très restreinte. Donc, voilà, même pour les couples hétéros, pour tout le monde. Donc, voilà, ça fait pas. Donc, un couple lesbien qui a un peu de problème de fertilité aussi, donc ça arrive, il va être déjà contraint d'aller à l'étranger. Donc, ça, même si elle voulait le faire en Suisse, la PMA, donc après, même si on a cette PMA qui est ouverte aux couples lesbiens, elle n'est pas possible pour tout le monde. Donc, il y aura des adoptions qui vont devoir être faites par la suite d'une PMA à l'étranger. Donc, ça, ce n'est pas du tout encore réglé. Et il y a aussi toute la question de l'adoption, donc qui va après cette PMA, qui n'est pas remboursée, comme ça a été dit tout à l'heure à l'introduction de cette soirée. Et l'adoption des enfants déjà existants. Vraiment, j'ai mené une petite enquête sur la procédure d'adoption des enfants existants avec Catherine Fusinger. Et en fait, c'est assez violent comme expérience, parce que c'est pas vraiment... Il faut juste penser à deux parents et que, du coup, pour que l'autre parent puisse être reconnu, il doit adopter ses propres enfants. Donc déjà ça, moi, ça m'interpelle, ça me dégoûte un peu, si on peut être dans des termes un peu forts, parce que c'est quand même... on a cette possibilité, il y a cette possibilité, ces couples-là, ils ont cette possibilité d'être très connus comme parents, mais à quel prix? Et le prix, déjà le prix est élevé d'une adoption par rapport à toutes les démarches administratives, c'est jusqu'à 2000 francs au moins. Donc, ça dépend du canton, etc. Mais aussi, je vous dis, la procédure c'est une enquête. Donc, les parents, ils doivent se faire vraiment, ils doivent passer par toutes les étapes des travailleurs sociaux, des assistants sociaux qui viennent à la maison, un jugement, toute une enquête classique de l'adoption, même si on dit que c'est accéléré, qu'il y a eu quand même beaucoup de sensibilisation. Mais dans ces enquêtes, il y a énormément encore de préjugés hétéronormatifs, comme Gabriel a dit, donc qui est la figure masculine, elle est où, comment, on la cherche comment, on vient à la maison pour voir comment on éduque leurs propres enfants. Donc voilà, moi il y a plein de violences de tous les niveaux, mais et en plus cette question d'insécurité, parce que jusqu'à la fin de la procédure, on n'est pas sûr évidemment, ça va bien se passer, mais il y a beaucoup d'étapes à franchir qui sont très dures et violentes. Par rapport à la PMA aussi, et après je m'arrête et tu vas. Par rapport à la PMA aussi, on peut dire que, on a aussi avec des collègues de l'Université de Lausanne, les ex-collègues comme Catherine Fusinger aussi, on a commencé une petite enquête aussi par rapport aux expériences de PMA à l'étranger, des couples lesbiens, pour pouvoir renseigner les cliniques de fertilité suisses romandes, en tout cas, des bonnes pratiques par rapport à la PMA des couples lesbiens. Et en fait, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de résultats encore écrits, mais on sait que, par rapport à ce qu'on a vu, c'est que même si les personnes jusqu'à maintenant étaient à l'étranger, après, évidemment, tout le processus médical les font en Suisse, et l'accouchement aussi.
Et il y a quand même, voilà, il y a quand même une méconnaissance de ces réalités-là dans tous les échelons du corps médical aussi encore. Il y en a qui sont super, hein, il faut le dire. Mais moi, je disais à Chati tout à l'heure, ce qui m'a surpris, bon, parce que je n'y avais pas forcément pensé, c'est par exemple les cours de la préparation à l'accouchement. Toutes les personnes que j'ai pu interviewer, elles ont dit qu'elles étaient vraiment choquées parce que la mère qui ne portait pas l'enfant, elle se sentait complètement exclue. C'est souvent la présence du père. Ou, par exemple, nommer le donneur père à tous les sauces, etc. Donc, il y a encore plein de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Il y a une sensibilisation que, je dois quand même le souligner, a été faite par les familles Arc-en-Ciel, donc à Genève-Châty quand même, auprès des services des adoptions, mais aussi à toutes les autres professionnels de tout ce qui entoure grossesse, accouchement. Mais voilà, donc il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait. Mais je pense que, et je m'arrête là, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire en amont. Ça veut dire dans la formation du travail social, déjà. Donc, dans toutes ces professions, donc aussi dans la santé, qu'après doivent quand même accueillir ces couples des parents ou ces parents d'intention, parce qu'ils sont encore dans le début du processus. Et je pense que c'est très important qu'il y ait cette sensibilité et qu'il n'y ait pas vraiment de préjugés ni d'homophobie, si on peut le dire comme ça aussi. Donc voilà, je m'arrête là. C'était très général, mais on va après aller dans les... Merci Martha. Effectivement, on a beaucoup parlé d'un mariage égalitaire qui n'en est pas du tout un. Et le droit et l'égalité s'acquièrent. On nous reproche souvent une technique du salami. C'est-à-dire qu'on en demande soi-disant toujours un petit peu plus, on demande juste des droits humains et d'être comme les autres, c'est juste, mais enfin bref. C'est pas un package qui arrive comme pour les personnes hétéros, et notamment, et surtout, en termes de questions de famille, qui est, comme on l'a dit, encore un bastion extrêmement hétéronormé. Une famille, c'est un père, une mère, et même s'ils n'ont pas eu biologiquement ensemble, qu'on soit marié ou pas en Suisse, un homme et une femme hétéro et cis peuvent tout à fait reconnaître l'enfant, qu'il soit ou pas leur enfant biologique. C'est-à-dire qu'une femme qui aurait fait un don d'ovocytes, elle accouche, paf, elle est la mère. Un père, marié ou pas, peut reconnaître l'enfant, qu'il soit ou pas le père biologique. Donc ce flou-là, ce qui dans la réalité évidemment n'est pas toujours des enfants biologiques, mais ça on ne va pas en parler ce soir, fait que pour faire famille aujourd'hui, et pour faire famille depuis déjà longtemps, parce que si les personnes LGBTIQ+ attendaient le droit pour faire quelque chose, on en serait encore à des années-lumière de ce qu'on en est aujourd'hui. C'est des droits qui s'acquièrent avec beaucoup de travail et beaucoup d'activisme, et qui malheureusement n'arrivent pas toujours entièrement. Donc oui, le mariage est autorisé, c'est un grand pas. Ça a aussi été un débat violent, un débat moins violent qu'en France, puisqu'il y a une possibilité pour le peuple de voter. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le peuple vote si oui ou non, nous, personnes humaines, on peut se marier ou pas? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour les enfants? Parce qu'on parle de parents d'intention, mais à un moment donné, les enfants sont là aussi. Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple dise oui, tu as le droit d'avoir deux pères, ou oui ou non, tu n'as pas le droit d'avoir deux mères. Donc, tout ça pour dire que le droit pour faire famille aujourd'hui, il est encore assez restreint. Et quand tu parles de cette notion de puzzle qui, depuis que j'ai lu ton livre, m'habite, je crois que même si on a une vision du puzzle, de l'image de la famille qu'on aimerait avoir, il y a beaucoup d'embûches, qu'elles soient juridiques, par le manque, puisque seuls les couples de femmes cis qui font un don de sperme vont avoir une filiation à la naissance,
La GPA n'est absolument pas encadrée. La question des parentalités trans, c'est un flou total. On parle encore beaucoup moins des parentalités non binaires, c'est-à-dire qu'un enfant, même si au jour d'aujourd'hui on accepte, le peuple suisse a accepté qu'un enfant puisse avoir 2 mères à la naissance, il se trouve que bon nombre des documents, notamment l'établissement d'un passeport d'un enfant, la case de mère n'existe pas. Reste la case père et mère, et qu'un des 2 parents, si c'est 2 parents de même genre, doivent s'inscrire dans une case qui ne convient pas. Donc, on va faire famille avec les possibles qui existent et qui ne sont pas nombreux. Tu le disais tout à l'heure, la PMA en Suisse, de manière générale, est assez restreinte. Le don d'ovule n'étant pas quelque chose d'accepté, la méthode repas dont tu parlais tout à l'heure, si un couple veut se tourner vers cette méthode, eh ben, il va falloir aller à l'étranger. Donc ça complique les choses. Et on fait famille. Le faire famille n'est pas toujours linéaire et parfois a besoin parce que des portes sont fermées et réellement fermées, de prendre une autre direction. C'est sans doute ça aussi qui fait la richesse de ces projets familiaux, mais qui en font aussi la difficulté et qui laissent aussi beaucoup sur les épaules aux parents d'intention de devoir maîtriser beaucoup de choses, de maîtriser le droit, de maîtriser les ressources, d'être sûr qu'on va être bien accueilli, qu'on va être bien compris. Alors oui, on peut le faire maintenant dans des centres universitaires, mais le propre des centres universitaires, c'est d'avoir des équipes extrêmement grandes. Donc pas tout le monde peut être ouvert à ces questions-là. Et puis, c'est une question fondamentale de la famille qui traverse tellement tout le monde qu'on a tous notre idée. Et on a beau être professionnel, on vient avec quand même son idée et sa conception de la famille. Et je peux vous dire que non seulement ça fait depuis 2003 que je m'occupe de ces questions et que je suis des familles, on considère clairement que des familles sont moins bien que d'autres et que des familles ne devraient pas exister. Et le droit, lui aussi, le montre. Et puis on se demande aussi, des fois aussi si ce droit un peu flou, notamment sur les parentalités trans, si c'est pas bien parce que ça permet des choses, mais ça veut dire que pour ces personnes-là, elles vont devoir aller de l'avant tout en n'étant pas sûres du cadre juridique. Donc ça veut dire de commencer des batailles et des recours où à l'arrivée d'un enfant, c'est pas forcément non plus évident. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent, qui vont mieux, qui ont été de manière générale saluées et votées par le peuple. Donc même si c'est pas toujours facile, le fait que le peuple ait cette carte toute verte de la Suisse, rien que d'en parler encore, j'en ai des frissons, ça paraît bête, hein. Et puis j'aimerais juste aussi, pour terminer, on parle beaucoup d'adoption quand on parle de famille arc-en-ciel. Et moi, ça me questionne toujours beaucoup parce qu'en fait, l'adoption, moi, j'ai toujours considéré l'adoption comme une adoption extra-familiale. C'est-à-dire d'un enfant extérieur à la famille, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Et là, on parle que d'adoption quand on parle de famille arc-en-ciel. Pourquoi ? Parce que effectivement, le droit au jour d'aujourd'hui, si on fait pas une procréation médicalement assistée avec un donneur en Suisse, puis ça c'est permis que depuis une année, et ben ça veut dire qu'on doit adopter son propre enfant. Ce qu'on appelle l'adoption de l'enfant du ou de la partenaire, qui une fois de plus a été calqué sur un système hétéronormé de parents qui viennent par la suite, d'où cette enquête sociale et d'où cette réelle tension sur le fait de prouver, et je suis passée par là et j'ai accompagné mon nombre de familles, qu'on est des bons parents. Alors que dans mon cas, j'ai adopté mon fils quand il avait 16 ans. Et c'est effectivement, comme tu l'as dit, des questions qui joue le rôle de père, qui a l'autorité, et on doit prouver quand même de comment on a fait nos enfants, puisque le donneur, dans le cas de mes enfants, c'est un donneur qu'on connaît, doit être
au courant du processus. Et dans certains cantons, puisque là, c'est cantonal, on demande un document officiel, notarié, de ce donneur qui accepte. Donc, c'est des violences quand même assez grandes. Et c'est des problèmes... moi, j'estime qu'on met des problèmes là où il n'y en a pas, en fait. C'est-à-dire qu'un donneur, c'est un donneur, c'est pas un père, et lui-même ne se considère pas comme père. Ça ne veut pas dire que c'est rien dans certaines familles où c'est pas. On parlera peut-être des familles choisies et d'un cercle familial, mais c'est basé vraiment sur des choses extrêmement hétéronormées, et j'espère que bientôt aussi cette notion d'1 année de vivre avec l'enfant va tomber, ce qui devrait être le cas. Mais cette violence pour les parents, mais surtout pour les enfants, de devoir être adopté par son propre parent, il y a quelque chose qui joue plus du tout et qui n'est plus compréhensible. Et sur le simple fait qu'en fait, ce soit 2 parents de même genre, c'est la seule et unique raison. C'est pas des questions de compétences parentales, et puis ça on peut en parler aussi, mais c'est parce que tout est basé sur ce système hétéronormé qui de toute façon ne tient pas la route dans les familles hétéros, puisque les cliniques de procréation médicalement assistée n'ont pas été inventées pour les couples LGBTIQ+. Voilà. Merci. Je retiens de tout ce que vous avez dit déjà énormément de types de contraintes et de se rendre compte que la problématique, elle est hyper complexe dans en fait beaucoup de domaines. Et en fait beaucoup de domaines qui ne sont pas simplement l'évidence du problème peut-être premier auquel on pense, à savoir qu'il faut trouver 2 gamètes pour faire un bébé. Et également cette notion qui est très forte du fait que ces familles, elles existent déjà. Qu'elles ne sont pas, on n'est pas en train de se questionner à quoi ressembleront les familles du futur. On est en train de dire ces familles, elles existent. Et donc, comment est-ce qu'on peut leur donner un statut qui soit juste, de nouveau, comme tu l'as très bien souligné, Chati, vis-à-vis de ce que ça représente comme insécurité pour beaucoup de parents et donc beaucoup d'enfants dans leur lien avec les enfants, mais également en termes de complexité, voire de violence vécue dans leur quotidien. On entend donc dans tout ce que vous avez dit beaucoup de contraintes et de difficultés. Au-delà de ces difficultés qui sont des difficultés face aux institutions, aux questions très tangibles, une autre difficulté qui semble systématiquement revenir, et Gabrielle, tu l'as rapidement mentionné dans ton introduction, pour les personnes LGBTQIA+, qui veulent devenir parents, c'est qu'il y a une vraie difficulté à s'approprier ce rêve, à le faire sien et à se projeter dans la parentalité. Il y a plein de raisons à tout ça. Le fait de voir ces difficultés et les potentialités de ne pas arriver à ce qu'on souhaite, auquel bien sûr s'ajoute le manque de représentation, mais on voit aussi, même au sein de notre communauté, une certaine dévalorisation du projet familial au profit d'une image de la communauté plus libre, plus festive, peut-être moins engagée dans le relationnel, dans le familial, et qui est sûrement en grande partie due à une forme de protection de la déception en cas d'impossibilité à fonder sa famille. Mais en fait, je pense que en tant que communauté, on passe à côté là-dedans de l'idée que parler de famille, c'est aussi parler d'entourage. On a rapidement mentionné le terme famille choisie. C'est parler de vieillir, c'est parler de la peur d'être seul, qui est quelque chose qui traverse tout le monde, au-delà de notre orientation, notre identité de genre. Et c'est d'ailleurs un sujet très actuel, vu que on est en ce moment dans la diffusion du Destination Vieillissant, ce podcast qui touche à ces questions du vieillir queer sur notre radio-télévision suisse. Dans une communauté qui accède un peu moins facilement à la parentalité, quelles sont, avec tout ce que vous avez mentionné d'ingéniosité, en fait, dans ces familles qui existent déjà, les pistes explorées pour faire face à ces enjeux? Avant de répondre à la question, je pense qu'il faut bien comprendre ce qui est en jeu quand on dit que les personnes queer ont du mal à se projeter dans la parentalité. Donc, tu as bien fait le tour d'un certain nombre de choses. Moi, c'est une chose que je connaissais personnellement, mais qui a énormément émergé dans les entretiens. C'est-à-dire que systématiquement, quand je posais la question que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que tu t'es toujours imaginé devenir parent? J'avais, grosso modo, avec un peu de flexibilité, mais le même genre de discours. C'est-à-dire, oui, d'une certaine manière, je me suis toujours projetée jusqu'à ce que...
Et c'est jusqu'à ce que je prenne conscience ou je sache ou je mette des mots sur mon orientation sexuelle ou mon identité de genre. Et là, ça venait dans les représentations de la personne elle-même, faire une espèce de rupture. C'est comme si les gens, enfin, encore dans l'optique des métaphores, mais se trouvaient un peu face à un carrefour. À droite, c'est moi qui vis ma vie de parent éventuel, qui a un projet, une famille qui porte un enfant ou quelqu'un qui porte un enfant dans son couple, je ne sais trop. Ce rêve de parentalité, je le joue à fond, mais je ne peux pas le jouer en même temps que je suis une personne queer et que je m'épanouis en tant que personne queer. Ou alors, de l'autre côté, ben, je suis une personne queer, je vis ma vie de personne queer, je fais des rencontres, je m'explore sur ces plans, mais c'est un choix que je dois faire. Je ne peux pas mener les deux de front. Donc, il y a ce moment de rupture que moi, j'ai entendu dans systématiquement tous les parcours, qui se jouent évidemment à des âges différents, ce qui nous montre bien que ce qu'on évoquait tout à l'heure comme étant des facteurs structurels ou même légaux concernant les parentalités queer, ben, c'est évidemment les obstacles qui sont intériorisés par les personnes elles-mêmes. Par définition, les personnes queer sont évidemment partie prenante de la société cis-hétéronormée. Et donc, on intériorise cette idée que, ben, effectivement, je ne peux pas devenir parent, je suis lesbienne, je suis non-binaire. Quel parent on connaît qui est lesbienne ou non-binaire, ou enfin, peu importe. Donc, cette idée, pour moi, il y a au moins 3 choses en jeu. Il y a la question qui est évidemment incontournable du manque de représentation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aspirer à devenir quelque chose qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas vu représenter positivement, parce qu'il y a aussi cette question-là. Donc, représentation et représentation positive et diversifiée. Donc, il y a ça qui est incontournable. Il y a l'accès, la possibilité d'avoir accès à l'information aussi, de savoir, par exemple, que oui, par exemple, si tu veux porter un enfant, oui, tu peux aller en clinique d'insémination, mais il y a des choses que tu peux faire à la maison. Tu peux faire une insémination artisanale, comment ça se passe, aller chercher les informations sur les techniques, la manière de le faire de façon sécuritaire, etc. C'est un exemple parmi d'autres, mais ces informations-là, évidemment, elles ne se trouvent pas nécessairement très facilement. Donc, encore heureux qu'on ait de plus en plus d'associations, des sites web, des pages Facebook et autres qui nous permettent d'avoir et de démocratiser ces informations-là. Donc, il y a ces 2 questions-là. Puis, il y a aussi ce qui est en filigrane de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais il y a une énorme panique morale autour des parentalités queer. Cette panique morale se donne à voir de différentes façons, mais enfin, moi, j'habite en France, la Manif pour tous, c'est leur fameux slogan. Quand il s'agissait d'ouvrir le mariage pour tous en France, les slogans, la plupart des slogans, retournez dans votre mémoire si vous êtes familière avec ça, mais la plupart des slogans ne portaient pas sur la famille, ne portaient pas sur le mariage, portaient sur la famille. C'est-à-dire, ce qu'on disait, ce qu'on reprochait, c'est on veut un papa, une maman, c'est ça qu'il faut pour les enfants. Les slogans portaient sur la famille. C'est ça qui posait problème ultimement aux gens. Je ne veux pas dire qu'ils étaient nécessairement pour la famille, non pour je me trompe dans mes mots. Ce n'est pas nécessairement des gens qui étaient pour l'ouverture du mariage aux couples de même genre, mais il y a cette idée, cette trame commune de cette famille-là est un truc sacré auquel on ne touche pas. Vous avez connu aussi à Genève votre lot d'affiches placardées sur les autobus et autres. Je n'ai pas de maman avec le bébé qui pleure. Je veux dire, c'est des images qui sont très choquantes, très violentes dans l'espace public, auxquelles sont confrontées les personnes queer aussi et viennent intérioriser d'une manière plus ou moins consciente ces notions-là. Donc là, ici, on parle beaucoup d'avoir 2 mamans, avoir 2 papas, donc d'homoparentalité, de lesboparentalité. Un autre exemple de cette panique morale, enfin, je pense que cette panique morale, tu le disais très bien, Chati, tout à l'heure, je pense qu'on jamais elle ne se donne à voir de façon aussi évidente que quand il s'agit de parler de parentalité trans ou de parentalité de personnes non-binaires. C'est de l'ordre du choquant, de l'impensé, de l'inconcevable. Je vous ramène, c'était quoi, en juillet, août dernier, où il y avait la campagne du planning familial, avec des affiches tout à fait, par ailleurs, banales dans leur message, mais où il y avait une représentation d'un homme enceint. Et il y a eu une levée de bouclier
incroyables, incommensurable sur les réseaux sociaux parce que c'est un truc auquel on ne touche pas. Donc, ces trois questions-là, elles sont en filigrane, elles sont omniprésentes et elles sont aussi donc intériorisées par les personnes elles-mêmes. Et c'est de tout ça qu'il faut se déprendre quand on décide quand on se retrouve au carrefour dont je parlais tout à l'heure et qu'on décide d'aller de l'avant, oui, peut-être que je pourrais être une personne queer et être parent. Peut-être que c'est possible de penser les deux en même temps. C'est de tout ça qu'il faut se départir. C'est de tout ce bagage-là qu'il faut être en mesure avec lequel il faut se réconcilier. Enfin, j'ai beaucoup de choses à dire. Je voulais juste évoquer aussi tout à l'heure dans ta question, tu disais qu'au sein des communautés queer, il y avait aussi cette idée que, je ne sais pas comment te nommer, c'était super, mais cette idée que ce ne serait pas nécessairement très queer de vouloir des enfants. Hein? Et ça, c'est... Enfin, quand j'ai fait des entretiens avec des parents queer, moi, souvent, on m'a posé la question comme si je détenais le sceau de la queeritude. Et on me disait, oui, mais est-ce que je suis encore queer? Est-ce qu'on considère que je suis assez queer si j'ai des enfants? Est-ce que je suis en train de trop me modeler sur cette image de la famille, les enfants, la clôture blanche, le chien, etc.? Donc, il y avait cette idée à laquelle, par ailleurs, non seulement je n'ai pas de réponse, mais question que je me pose pleinement à ma manière aussi. Mais c'est une préoccupation aussi qui était très, très présente dans l'esprit des gens. Fait que je voulais juste compléter ça parce que je pense que ça fait partie aussi du portrait qu'on veut dresser. C'est dans ce contexte-là qui est, par ailleurs, je suis consciente qu'il est assez peu... Enfin, on dresse un portrait qui n'est pas très festif ce soir, mais je pense que c'est intéressant, à partir de maintenant, d'établir à quel point les modèles de famille queer qui se donnent à voir, qui sont mis en place, ce sont des modèles de famille qui sont fabuleux. Parce qu'il n'y a pas une personne queer que je connais qui a un enfant par hasard. Hein? C'est un peu difficile. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter Ouais, moi, un mot direct? Ça me fait penser à quelque chose, en fait, où un couple hétéro qui est ensemble depuis des années puis qui n'a pas d'enfant, c'est dans l'inconscient général. C'est genre, c'est bizarre, quoi. Peut-être ils ont dû avoir des problèmes de fertilité. On ne sait jamais trop comment. Un couple ou des personnes LGBTIQ qui veulent des enfants, c'est bizarre aussi. Donc c'est vraiment ce truc-là. Et puis c'est vrai qu'on a, on a beaucoup parlé des problèmes, notamment des problèmes légaux. Mais moi, je peux constater en tout cas que se donner le droit même d'y penser, il a vraiment évolué dans ces 15 dernières années. Alors, il évolue malheureusement pas pour toutes les lettres de la communauté de la même manière, mais ce qui me semble assez logique puisque les choses n'évoluent pas pour toutes les lettres de la même manière. Et puis, pour un couple de femmes, c'est sans doute plus facile pour la société de se dire ok, bah, c'est bon, il y a deux mères, mais en fait c'est bien parce qu'il y aura tout ce qu'il faut pour l'enfant, parce que vraiment la sacro-sainte mère qui donne à peu près tout ce dont l'enfant a besoin, sauf l'autorité. Elle est là, donc tout va bien se passer. Pour les couples d'hommes, ça a été beaucoup plus tardif. Aujourd'hui, quand on organise à 360 des réunions mensuelles d'information et de partage, moi, j'ai le grand bonheur de voir une majorité d'hommes qui viennent et parce que c'est vraiment ça, qui se donnent le droit d'imaginer une parentalité et qui se disent on n'est pas moins aptes que les autres et qu'ils le font avec beaucoup de créativité, qui se posent 1001 questions, parfois trop. L'autre jour, un couple nous disait j'ai l'impression d'avoir déjà des 5 couplets qui font pas leur nuit, alors qu'ils sont encore en projet. Parce qu'il y a tellement de choses à penser, il y a tellement... toutes ces choses, justement, de se dire... il y a aussi ce mouvement féministe qui nous disait en fait, t'es pas une vraie féministe si tu veux des enfants. Donc il y a eu aussi plein de gens comme ça moi j'ai une amie qui était très féministe, qui le jour où elle a eu des enfants dans un couple de femmes, le milieu féministe lui a dit allez va, file, tu représentes un schéma
par lequel on combat. Mais c'est comment on fait famille. C'est qu'est-ce qu'on met dans cette famille. C'est comment on l'imagine. Alors, et puis, c'est de ce... On parle souvent d'instinct maternel, peu d'instinct paternel. Pour moi, personnellement, je peux peut-être choquer, ça n'existe pas, ça se construit. Et c'est trop facile de se dire que ça existe. Parce que pourquoi l'instinct maternel n'est pas un instinct paternel? Et puis en fait, tout c'est comme cette famille choisie finalement. Si on ne pouvait pas croire à la famille choisie, la famille, on l'a choisie quand on est LGBTIQ+. On choisit d'être parent, ça ne vient pas par hasard. Et ce lien qui est différent à chaque moment de notre vie, on l'accompagne et on le gère parce que c'est pas linéaire. Il peut y avoir d'autres choses qui peuvent se passer dans la famille, d'autres choses qui peuvent se passer avec les enfants. Et c'est ça la vraie richesse quand on arrive à dépasser ces premiers obstacles. J'aimerais bien, tu veux rebondir rapidement? Oui, juste pour compléter, parce que tu as dit une chose, Chati, c'est vraiment avoir le droit. Et donc, si avant, j'ai commencé en faisant des bémols par rapport à l'ouverture de droit, donc à la loi actuelle, à l'ouverture de mariage pour les couples de même sexe, c'est vrai qu'il y a des discriminations résiduelles qui restent, comme on a vu, mais maintenant, c'est légitime, il y a le droit donc, de pouvoir se marier déjà, et même si c'est dans un schéma classique, parce que, comme je disais, pour avoir une PMA, avoir accès à la PMA avec donneur, il faut être marié, mais il y a le droit, donc on passe d'une pratique clandestine à avoir le droit. Et j'ai pu voir dans mes recherches que ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années que j'ai travaillé sur les familles homoparentales, notamment en Espagne, au tournant des années 2000. Évidemment, il y a un changement de génération. Donc, les personnes qui ont des enfants que maintenant, ils ont plus de 15 ans, comme tu disais, ou même 20 ou plus, voilà, c'était vraiment un autre parcours et aussi beaucoup plus censuré ou réfléchi parfois, beaucoup plus difficile parce que ça faisait partie d'une pratique clandestine aussi. Et je pense que maintenant, on voit qu'il y a beaucoup, chez les plus jeunes, il y a l'ouverture de l'horizon des possibles qui est là, et ça change complètement la donne. Et j'espère que, donc, du moment que les personnes ils se sentent vraiment dans ses droits, dans leurs droits, je pense que le reste de la société aussi va pouvoir accélérer la question de reconnaissance, d'acceptation sociale. Donc, et que j'espère que ça va être une pratique banale, une normalité, mais dans le bon sens du terme, être parent queer. Même si c'est aussi une pratique transgressive, notamment par l'extrême droite suisse, comme on le sait très bien par rapport aux affiches qu'on a eues dans la votation mariage pour toutes et tous, qui portaient aussi tout le temps sur la question des familles et surtout par rapport à l'absence du père, etc. Gabrielle, tu voulais rebondir? Oui, je voulais juste, par rapport à ce que tu viens juste de dire, Martha, ce qui, moi, m'intéresse, c'est que, scientifiquement parlant, il y a ces craintes autour de oui, mais s'il n'y a pas de père, est-ce que les enfants vont... S'il n'y a pas de mère, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a un parent trans, qu'est-ce que ça va générer, etc. Puis c'est des questions qui contrairement à ce qu'on entend, c'est des questions qui sont quand même documentées par la recherche. C'est-à-dire que ça fait à peu près 40 ans qu'on s'intéresse au développement des enfants dans des familles, initialement lesbo-parentales, parce que juridiquement parlant, c'est là que le besoin s'est fait sentir en tant qu'expertise juridique, puis homoparentale, donc avec 2 pères, puis plus récemment des familles transparentales. Donc, on est quand même assis sur un corpus assez significatif d'études qui nous montrent qu'au-delà de la diversité de vie, au-delà de ce qu'on a cherché à documenter, le consensus scientifique, c'est quoi? Vous savez, cette fameuse phrase « nos enfants vont bien », qu'on entend souvent, c'est ça le consensus scientifique. Je vous résume la chose. On a été chercher globalement, est-ce que les enfants élevés par des parents queer sont plus ou moins susceptibles d'être gays ou d'avoir de la confusion par rapport à leur genre ou de se sentir exclus, d'avoir moins de sentiments d'appartenance à leur famille. On a été chercher absolument, on cherche
le résultat de ce qu'on voit comme une parentalité atypique ou marginale ou inadéquate. Et scientifiquement parlant, on n'a rien qui laisse entendre que les enfants vont moins bien qu'ailleurs. Donc, il y a un décalage qui est entier entre ce qu'on sait sur le plan scientifique et ce qu'on entend quand on ouvre la télé, quand on regarde la une des journaux, etc. C'était juste mon petit coup de gueule par rapport à ça. Mais j'avais pour moi, c'est important. Il y a toujours quand on parle de parentalité queer, il y a toujours une espèce d'équilibre à avoir entre dresser le portrait des difficultés, parce qu'elles sont réelles. On est dans une société cis-hétéronormée qui fait peser des injonctions assez fortes sur tout le monde et notamment sur les personnes queer. Donc, on ne peut pas non plus dresser un portrait qui est par trop rose de la situation, mais il ne s'agit pas non plus de vous... de vous marteler dans la tête le fait que c'est absolument impossible d'avoir des enfants, c'est très compliqué, c'est très pénible, c'est très violent, etc. Il y a toujours une espèce d'équilibre à mettre en place. Puis je voulais mettre en évidence le fait que moi, ce qui m'a vraiment marqué positivement quand j'ai fait mes entretiens avec des parents queer, c'est la candeur, la transparence, la communication dont faisaient preuve les parents à qui j'ai parlé, de se dire que, par exemple, on veut faire famille ensemble, toi et moi, Chati. Alors, on va s'asseoir et on va verbaliser ce qu'on imagine. On va verbaliser, bon, d'accord, toi, comment tu vois, quel genre de famille tu souhaites avoir? Moi, c'est ce que je souhaite. Est-ce que toi, tu aimerais avoir un lien biologique? Est-ce que tu peux avoir un lien biologique? Moi, c'est ce que je souhaite. Est-ce que tu penses qu'on devrait habiter ensemble? Moi, voici ce que je pense qu'on devrait faire. Donc, tout est potentiellement un sujet de discussion. Il n'y a rien qui est décidé d'avance. Il y a quelque chose d'incroyablement rafraîchissant de se dire, nos familles, nos parentalités, on les façonne et on les module à la hauteur de ce qu'on est en capacité de donner à un moment dans notre vie. Puis ce qui est aussi magnifique, il me semble, c'est que ce sont des questions qui sont... comment dire, c'est-à-dire les parents queer à qui j'ai parlé, c'est peut-être pas le cas de tous les parents, évidemment, mais cette idée qu'on prend cette décision-là à un moment X, et il n'y a rien qui nous dit que dans un an, on ne va pas décider de changer nos modalités de cohabitation. Il n'y a rien qui nous dit que dans un an, on ne va pas considérer que moi, c'est plus important, ou c'est plus facile, ou c'est mieux gérable qu'on procède de telle ou de telle façon. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment étroitement arrimé aux besoins, aux ressources, aux capacités des personnes concernées. Il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Puis je vais juste terminer sur un exemple qui montre ça. Un exemple d'une grande banalité, mais c'est l'exemple autour des mots « maman » et « papa ». Donc, moi, je ne connais pas de parents cisgenres et hétéros qui ont eu la discussion « Comment tu veux te faire appeler par l'enfant? » Moi, j'en connais pas, il y en a peut-être. Par contre, je vous garantis que c'est une discussion qu'ont eu tous les parents queer à qui j'ai parlé. Quels mots souhaite qu'on utilise? C'est quoi ton attachement au mot maman, au mot papa? Est-ce que tu as un attachement? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? En l'occurrence, par exemple, pour des personnes non-binaires, ce sont des termes qui sont très genrés, maman et papa. Comment on se fait appeler par un enfant quand on est non-binaire? Quelle est la marge de manœuvre dont on dispose? Alors, je pose la question, je n'ai pas nécessairement de réponse. Mais il y a des parents queer qui ont des réponses, qui inventent des mots. Il y a des parents queer qui vont décider de se faire appeler par un petit surnom lié à leur prénom, eux-mêmes, etc. Puis encore une fois, cette idée que ce sont des choses qui fluctuent en temps réel et qui ne sont pas déterminées une fois pour la vie. Un exemple par rapport au prénom, puis je termine après. Je me souviens d'avoir parlé à un père cisgenre gay qui me disait, moi, j'ai 2 enfants. Et là, je lui demandais comment tes enfants t'appellent. Et ces 2 enfants ne l'appelaient pas de la même façon. Il m'expliquait que, en fonction de comment s'était passée la première naissance, il était plus à la maison, l'enfant avait marmonné tel mot, c'était resté, etc. Le premier enfant l'appelait de telle façon. Et c'était quelque chose qui n'était pas une espèce de modèle sur lequel devait se calquer nécessairement un deuxième enfant et un éventuel 3e enfant. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du... quand on dit réinventer la famille, pour moi, c'est vraiment ça qui est en jeu et c'est de ça qu'on gagnerait à s'inspirer tous, je pense. Oui, je pense que c'est très juste. Et ce qui ressort aussi de tout ce que vous dites, c'est cette notion qui est peut-être difficile par certains côtés, mais en même temps très belle d'être de quelque part pionnier. Et donc, qu'il y a de ce qu'on fait, ce qui est très... difficile face aux institutions, dans plein de cas, mais également une belle opportunité de créativité. Et c'est un mot qui est ressorti à la fois chez toi, Chati, quand tu parlais des discussions avec les personnes dans les rencontres
à 360. Gabriel également dans ce que tu disais. Et je me demande un peu si vous pouvez nous parler, continuer à développer autour de cette question-là de ce qu'on peut repenser, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose, effectivement, qui, sur énormément de domaines, finalement, sont pas du tout questionnés, pas du tout repensés, la façon dont on joue nos rôles familiaux. Et on le voit que c'est des choses qui sont également très décevantes et questionnées en ce moment dans plein de contextes hors de la queerness, notamment par, on parlait de féminisme, par beaucoup de féministes qui pointent que le couple, c'est quelque chose qui, en fait, baisse l'espérance de vie d'une femme, qui baisse sa richesse comparée aux femmes qui ont vécu de manière célibataire. Donc, en fait, ce modèle peut-être de la famille qu'on prend pour un acquis absolu, peut-être dysfonctionne sur plein de choses. Et d'un coup, on a cette possibilité de penser différemment. Est-ce que tu veux rebondir sur ce qui se passe un peu de nouveau plus localement Je pense que c'est finalement une chance de ne pas pouvoir se reposer sur le modèle hétéronormé de la famille, en fait. C'est une chance parce que, comme disait Gabriel justement, c'est pas que ça nous oblige, en fait, c'est que ça fait qu'on a un certain nombre de discussions et qu'on essaye de se projeter dans ce qui est aussi le plus proche de nous. Et quand on parle, par exemple, de tâches, est-ce que dans un couple, il devrait y avoir qu'une seule et unique personne qui devrait avoir l'autorité? Est-ce que c'est pas tout faire porter sur les épaules d'une seule et unique personne? Peut-être des fois on a envie, des fois pas. Et puis ce mot père, mère, effectivement, qui ne sont que les deux mots qui sont reconnus, mais il y a tellement de choses à créer par rapport à ça. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se créent par les parents d'attention ou par les parents, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se créent directement par les enfants, et où les enfants, à un moment donné, changent complètement de nom ou trouvent un autre nom. Et puis toutes ces injonctions qu'on a en tant que parents dans cette binarité de la parentalité, eh ben, on peut s'en défaire, en fait. Et on fait plus les choses par injonction, mais on les fait en les réfléchissant, en les pensant, en les questionnant. Et c'est ça toute la richesse de la famille, et qui peut, à mon sens, amener n'importe où, et surtout ne pas avoir qu'un modèle. Parce que autant il y a de projets de famille qu'il y a de modèles de famille. Donc la famille ne se résume pas à un seul modèle avec des rôles bien définis. Donc ça apporte toute cette richesse-là et cette créativité-là. Et moi, je me souviens d'un jour, alors c'est vraiment très banal, donc j'ai un fils qui va avoir 20 ans, j'ai une fille qui a 13 ans, et ma fille venait de naître, et ma compagne était quand même très fatiguée. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, repose-toi toute la matinée, moi je prends la petite, puis je vais me promener. Puis je suis tombée sur des amis qui m'ont dit, mais waouh, tu sors avec la petite, si petite encore? Ben, je dis oui, en fait on a tiré le lait, et puis Virginie a besoin de se reposer, donc eh ben, je sais pas si moi j'aurais osé faire ça avec mon mec, et alors que pourquoi, en fait? Il n'y avait pas de problème. Le bébé avait de quoi manger, mais du coup, ça bouscule aussi certaines. C'est basique, hein, mais c'est quand même ce fondement que la mère doit rester avec un enfant en bas âge. D'ailleurs, c'est le fondement aussi du congé parental en Suisse, puisque c'est un congé maternité qui est un congé de longue durée. Le congé paternité, beaucoup moins. Donc ça prend aussi ces racines-là, alors que dans d'autres pays, comme le Canada, c'est tant de temps et ça peut se diviser. Donc je pense que ça peut vraiment aussi donner un nouveau souffle à la famille. Et puis je me souviens d'une conférence qu'on avait faite en Espagne, où il disait que ces familles-là étaient le moteur d'un changement social.
Parce qu'il touche aussi à l'idée de nouveau aussi que la mère reste la personne qui accouche dans ce... Et qui touche, je trouve, de manière très intéressante sur la question du coup, si on sort de cette idée-là, que dans le rôle de genre, il y a aussi tout le rôle de corps qui fait face à, il me semble, un exemple de ton livre aussi, et tu l'as mentionné rapidement dans l'introduction, sur le fait que même ça, en fait, en partie, ça peut être questionné. Quel rapport, sous prétexte de l'accouchement, on attribue à la personne qui a porté l'enfant toute une liste de tâches et de devoirs avec ça, qui, en fait, même là, peuvent être un peu modifiés. Je ne me rappelle pas du détail de l'exemple que c'était. C'était autour de la lactation, non? Ou de l'allaitement? C'est souvent les questions de lactation induite qui nous amènent à parler enfin, ce que j'évoque dans le livre, c'est le fait qu'on a souvent une lecture de la grossesse et de l'accouchement comme étant une expérience genrée, donc une expérience vécue qui serait vécue par des femmes, entre parenthèses, cisgenres. Je le dis en parenthèse parce que c'est jamais verbalisé comme tel. Or, bien évidemment, force est de constater que l'expérience des personnes trans, des personnes non-binaires, à genre et autres, on voit bien qu'il y a un désarrimage dans bien des cas entre ce qu'un corps est en capacité de faire et donc enfin, ce que je veux dire, c'est que la grossesse, c'est une fonction du corps avant toute chose. C'est le corps qui fait quelque chose. Ça ne dit rien de la manière dont une personne s'identifie, ça ne dit rien de son identité de genre, de son expression de genre, de son orientation sexuelle, etc. Et je pense que ce qui m'a le plus... là où j'ai eu l'impression de mettre le doigt sur quelque chose quand je faisais les entretiens, c'est quand j'ai parlé à des gens qui avaient vécu la grossesse, mais qui ne s'identifiaient pas comme étant femmes. Ou alors qui s'identifiaient comme étant femmes, mais par exemple femmes butch, donc d'apparence... plus masculine, entre guillemets. Et c'est bien leur expérience de la grossesse et de la conception de la grossesse, de l'accouchement, qui révèle à quel point ce qui est en filigrane, ce qui est jamais dit, mais ce qui est conçu et partagé par tout le monde, c'est cette idée cette idée très cis-normée, selon laquelle l'expérience de la grossesse, c'est une expérience de femme. Or, on sait... de longue date aussi, mais c'est très peu connu, mais qu'il y a des processus par lesquels un corps peut donner du lait, donc la lactation induite, sans nécessairement avoir porté un enfant au préalable. Donc, c'est des choses qui existent, qui sont, encore une fois, de l'ordre des informations qui sont peu accessibles, qu'on évoquait tout à l'heure, mais qui nous montrent à quel point, justement, on gagnerait à désarrimer du genre ces expériences de parentalité, ces expériences du corps. Pour ta question initiale, c'était où se donne à voir notamment cette créativité, cette inventivité des personnes queer et des parents queer. On a parlé un peu de la question du langage, donc je n'y reviendrai pas. On n'a pas parlé encore de cette question des rituels, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rituels autour de la naissance, de l'arrivée d'un enfant, qui sont des rituels qui accordent une grande importance au sexe assigné de l'enfant. Donc, je ne sais pas quelle est la situation en Suisse par rapport à des il n'y a pas de baby shower en Suisse, mais tant mieux pour vous. Bon, l'idée des baby showers ou des gender reveal parties, qui est une idée probablement très nord-américaine, mais qui laisse entendre qu'il faudrait célébrer cette petite information dont on dispose sur l'enfant, qui est finalement le format de ses organes génitaux externes, et qu'il faudrait célébrer ça. Les institutions ou les rituels de l'ordre de parrain, marraine, etc., c'est des choses dont peuvent s'emparer les parents queer et se dire, moi, j'aime bien, par exemple, l'idée que mon enfant ait un ou des autres adultes significatifs vers qui se tourner en cas de besoin, sans qu'il y ait nécessairement toujours une connotation qui soit religieuse ou même spirituelle à la chose. Mais encore une fois, c'est cette idée que c'est quelque chose qu'on module, qu'on utilise et qu'on met à notre main. Donc, moi, j'ai parlé à plein de gens qui avaient, pour leur enfant, aucune marraine, 3 parrains, et potentiellement aussi, c'est des choses qui peuvent fluctuer avec le temps. Donc, je me souviens d'avoir parlé à une personne qui me disait, moi, quand mon enfant est né, il avait, par exemple, 2 marraines, 1 parrain, et puis après, j'ai pris mes distances par rapport à une certaine personne. Donc là, finalement, je me suis rapprochée de tel, j'ai nommé tel autre parrain, marraine, etc. Donc, encore une fois, c'est cette idée qu'on met à notre main des rituels ou des manières de procéder qui étaient jusque-là surtout institutionnalisées. Je voulais dire une dernière chose par rapport à ça. Ce qui, moi, m'a énormément surprise, intéressée, épatée en termes
d'originalité ou de créativité des personnes queer concerne leur pratique parentale. Donc, je me suis beaucoup intéressée à la manière dont le vécu queer des personnes queer, le vécu de marginalisation, informait leur manière de devenir parents à leur tour et les pratiques parentales que ces personnes-là souhaitaient adopter à l'égard de leurs enfants par la suite. Et un exemple, encore une fois, relativement simple de ça, mais auquel je ne m'attendais pas du tout. J'ai parlé à au moins 4 ou 5 personnes qui m'ont dit, moi, dans le choix de prénoms de mon ou mes enfants, j'ai sciemment choisi plusieurs prénoms, dont un prénom assigné ou connoté fille, un prénom connoté garçon et un prénom neutre. La démarche étant, si jamais j'ai un enfant qui ne se sent pas à l'aise avec le nom qui lui a été donné ou avec le genre assigné à la naissance, potentiellement, il y a potentiellement des alternatives dans son nom tel que donné par ses parents. Après, cet enfant-là va peut-être pas vouloir s'en prévaloir par la suite, mais donc ce sont des parents qui éduquent leur enfant d'une manière dont ils n'ont pas été éduqués, sans présumer l'hétérosexualité de leur enfant, puis sans présumer que leur enfant est ou serait nécessairement une personne cisgenre. Et donc, il y a quelque chose que moi, je trouve magnifique et qu'on entend très peu et qu'on gagnerait à documenter davantage, je pense. Merci. Ouais, vas-y. Bon. Juste pour continuer dans ton sens, et je vous recommande vraiment le livre de Gabriel parce que toutes ces questions de créativité, particularité, transgression aussi, hein, donc c'est vachement, hyper richement documenté avec des exemples, etc. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi une ambivalence, et c'est ça qui m'intéresse aussi en tant que sociologue, c'est qu'il y a cette créativité. Mais en même temps, il y a une sorte d'ambivalence parce qu'on a une contrainte législative, normative. Et donc, quand on est parent, qu'est-ce qu'ils font les parents? C'est protéger les enfants. Donc, il y a cette injonction à se plier aux contraintes pour être reconnu comme parent et donc pour pouvoir apporter toute la protection à ses enfants. Donc, il y a ces deux. Donc, il n'y a pas une liberté absolue parce que forcément, on a un système légal, législatif, qui permet, le seul qui permet de reconnaître une famille avec apporter une sécurité juridique à ces formats familiaux. Donc, il y a aussi, je trouve, ces ambivalences, quoi, finalement. On voit ça, on a vu ça dans cette recherche sur les procédures d'adoption, qu'à un moment donné, même les peu de couples lesbiens qu'on a interviewés, c'est vraiment de dire quand les personnes venaient faire l'enquête, aller au domicile, c'est vraiment de montrer qu'on est une famille normale et vraiment un stress aussi de dire, bah voilà, on va vraiment pas trop s'écarter de la norme parce qu'on veut à tout prix être reconnu. Donc c'est aussi ces moments-là qui peuvent être aussi horribles et très violents, mais voilà. Donc et je me rappelle très bien il y a 20 ans en arrière, donc quand il y a eu déjà un mariage pour tous en Espagne. L'association de familles Arc-en-Ciel avait un peu comme slogan, on disait on est une famille normale, mais on n'est pas une famille comme les autres. Dans le sens qu'il y a eu tout ce travail aussi de faire comprendre à la population, à la société que normal en le sens de pas pathologique, pas déviant, donc tout à fait ordinaire. On est une famille normale, mais pas peut-être comme les autres. Donc il y a je pense qu'il y a ces deux doubles dimensions de normalité et de différence aussi qui est tout à fait présent. Merci. On arrive gentiment à la fin de notre temps. Comme vous l'avez vu, on n'aura pu que gratter la surface. J'espère qu'on retient de tous ces échanges très riches à la fois cette notion de l'ambiguïté entre la liberté et la contrainte, le manque abyssal d'informations, parce que, comme vous l'avez vu, on est passé sur tellement de choses tellement vite. La question des différentes PMA, de si elles sont reconnues ou pas, du coup, de celles qui induisent le fait de devoir adopter ses propres enfants, les différentes façons, les domaines dans lesquels il y aurait des choses à réinventer, qui vont de la répartition des tâches au langage, au modèle, à la façon de faire couple, de faire famille autour de ça, aux différents rituels, aux institutions, aux congés. En plus, on tient cette table ronde donc le lendemain de la fête des mères, on est en plein dedans. Et voilà. Et peut-être pour clore plus personnellement avec les choses que moi j'ai gardées de ce moment-là, avant de vous donner peut-être la parole si vous avez envie d'ajouter un mot de conclusion, j'ai trouvé très beau cette idée déjà que le concept de la famille, il évolue dans le temps.
et qu'on se laisse cette liberté-là de l'adapter, de l'ajuster à la réalité. J'ai trouvé aussi très beau une chose qu'on entend trop rarement, à savoir qu'il y a une partie de la co-création de ce qu'on est comme famille qui se fait avec les enfants et pas uniquement entre adultes, dans notre projection là-dessus, ce qui passe complètement au-dessus des personnes qui font des campagnes notamment très haineuses dans les moments de législation où c'est des discussions uniquement entre adultes avec aucune considération pour le fait, comme on l'a dit au début, que ces familles, elles existent et donc que ces enfants, ils sont confrontés à ces campagnes-là aussi. Donc au nom du grand bien de l'enfant, il n'y a aucune gêne par contre à mettre des messages très violents dans leur figure. Et enfin, on est passé assez rapidement sur cette question de la communauté, de la famille choisie, mais qui néanmoins est très importante parce que finalement, qu'on ait l'envie d'être parent ou pas, on est tous en quête de notre forme de famille, et les personnes queer particulièrement, parce que trop souvent, ça peut aussi signifier une distance avec sa famille d'origine. Et donc, ce concept de la famille choisie, il est extrêmement important, et on ne l'a pas dit là dans la discussion, mais moi, c'est une des choses qui m'a beaucoup émue dans la préparation de la table ronde. C'est Chati qui m'a repris quand je parlais du fait que pour les personnes qui ne veulent pas forcément devenir parents, il y a quand même une notion forte autour de la famille choisie. Et Chati qui m'a repris en disant, mais peut-être également, voire d'autant plus, quand on est parent finalement queer, la famille choisie, elle fait partie de ça. Et si on pousse ça, en fait, toute famille est une famille choisie. Et j'espère que ce qui ressort de tout ça, au-delà d'une créativité, c'est cette chance-là de penser tous ces enjeux. Et je vous laisse la parole pour un petit mot de clôture avant les réponses aux questions. Ouais, on a très peu de temps, donc si ça peut être très bref pour passer la parole au public. Vous avez tout ? Alors, au public. On a juste quelques minutes avant de passer à l'apéritif qui vous sera offert dans le hall. Donc s'il y a des questions, qu'elles soient courtes et des réponses courtes. Et puis après, on peut prendre plus de temps au moment de l'apéro. Je vous remercie. Donc on aura juste le son, hein, vous ne serez pas filmés pour vos questions. Bonsoir. Je travaille en crèche et justement, fête des mères hier, fête des pères bientôt. Fête des mères hier, fête des pères bientôt. Comment ne pas blesser les familles pas out? Comment faire avec tout en respectant la tradition, les habitudes qu'on peut avoir autour de ces fêtes? Est-ce que c'est à nous de faire une démarche ou est-ce qu'on ferme les yeux, on fait genre, on fait comme? Vas-y, Chati, c'est pour toi. C'est une très bonne question. On ferme les yeux, non. C'est pas possible. Surtout dans un domaine comme le domaine de la petite enfance. Il y a quelque chose aussi que j'avais noté en préparant cette table ronde, c'est que on a beau essayer d'ouvrir un certain nombre de chemins pour nos enfants, hein, puisque ça faisait aussi partie de qu'est-ce que ces familles-là font dans l'espace de formation, de la petite enfance, de l'école, de médical, du social, qui forment eux-mêmes toutes ces personnes-là. Donc on n'est pas toujours avec nos enfants. Donc nos enfants, ils sont obligés souvent de se débrouiller tout seuls, notamment dès la crèche. Mais moi, c'est la question. Là, je me questionne sur la fête des mères et la fête des pères, de manière générale, qui peut poser problème dans un certain nombre de familles. Mais donc, pourquoi la famille n'est pas out dans cette institution-là? C'est déjà la première question. Puisque les enfants, ça parle quand même. Et puis, ils ont besoin aussi, et je tiens à faire une mini parenthèse et à remercier infiniment la ville de Genève pour cette campagne qui parle des parentalités et des familles, parce qu'on a besoin de visibilité. Donc déjà, c'est ça le gros problème. C'est si cette famille n'est pas out, pour quelles raisons? Il faudrait essayer de travailler, à mon avis, un peu là-dessus. Et puis, pourquoi pas repenser cette fête? Après, je sais qu'il y a certaines mamans qui peuvent être très, voire en pleurer, hein, parce que j'ai eu ces témoignages d'une mère qui a pleuré pendant 2 jours parce que son enfant lui avait pas apporté un cadeau pour la fête des mères. Donc, mais l'enfant qui lui-même a 2 mères et qui n'a pas de cadeau à rapporter pour ses 2 parents, je pense qu'il n'y a pas une façon de faire, puisque si on reste sur ce truc de fête des mères et fête des pères, parce qu'il y a peut-être un père, une mère, 2 pères,
Donc c'est plutôt au cas par cas, puis à discuter entre l'équipe l'équipe d'éducatrices et éducateurs et les parents. De qu'est-ce qui... Pour une famille non out, oui. Pardon. Pour une famille non out, aller poser la question, c'est déjà peut-être faire une démarche de trop. En même temps, une famille... Moi, c'est vraiment cette question. Pourquoi cette famille est non out? Et c'est aussi une chose, quand on est LGBTIQ+, on peut un peu jauger son ouverture de placard. On est où on est visible, on l'est pas. Quand on a des enfants, ça devient assez différent, surtout à un certain âge. Et puis généralement, quand ils sont petits, ils crient, en tout cas un certain nombre que je connais, ont crié assez vite, haut et fort en rentrant chez le boulanger. Moi, j'ai 2 mamans. Donc à la limite, c'est même eux qui nous outaient ou qui outaient les parents. Donc pourquoi est-ce que cette famille n'est pas out dans un milieu aussi encore fermé? Je veux dire fermé dans le sens où c'est encore les enfants, ils sont tout petits. On a un rapport avec la petite enfance. Les parents sont encore très présents dans le moment de la petite enfance. Donc, c'est ça la question la plus épineuse. Et puis, je pense que effectivement, il y a très souvent de la part des professionnels cette peur d'être intrusif. Mais de faire semblant de rien voir, c'est encore pire. Et c'est pour ça que je salue aussi cette campagne. C'est parce que on arrête ce silence. Et il peut y avoir simplement aussi, pour donner peut-être des informations à cette famille, que c'est un espace ouvert, des signes. Parce que ça aussi, la représentation de la famille est extrêmement hétéronormée dans tout, je m'excuse, encore aujourd'hui, dans tous les niveaux et encore dans les institutions. Et on en parlait avec certaines personnes avec qui je travaille au niveau institutionnel, où c'est vraiment un travail à faire. Donc le fait aussi de marquer avec des livres, mais de marquer aussi, il y a toujours des affiches, des choses comme ça, je pense que c'est très important. Mais de laisser ça sous silence, à mon sens, c'est mon avis, je pense que c'est pas la bonne solution. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ma question s'adresse plutôt à vous, Gabrielle Richard. C'était l'idée de... En fait, vous avez parlé de conception de couple dans les familles queer. Et puis, je me demandais dans quelle mesure les familles pluriparentales, que ce soit à travers la GPA ou un don de sperme, est-ce que vous en avez rencontré? Et aussi, j'imagine que ça porte peut-être les mêmes questionnements et les mêmes revendications que l'ensemble des familles lesbiennes ou gays, mais j'imagine que c'est encore un questionnement qui sort parfois du cadre normatif et classique. Voilà. Oui, merci pour la question et l'opportunité de parler de ça. Oui, effectivement, j'ai interviewé des parents dans des familles pluriparentales ou des parents qui sont dans des troupes, donc des couples à trois personnes, et qui, négocient un peu différemment. Je pense que c'est un des meilleurs exemples de, quand je dis, pour bien des personnes queer, en l'occurrence, il n'y a pas de superposition entre le couple. Enfin, ton ou tes partenaires, ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes qui sont ton ou tes coparents. Et en l'occurrence, dans des configurations de familles pluriparentales, de coparentalité ou des situations de trouble, on voit vraiment ces cas de figure-là émerger. Peut-être juste un exemple rapide. Je me souviens d'avoir parlé à une personne qui est dans un trouble et qui m'expliquait le fait que c'était un trouble de longue date pour qui tout allait bien, mais le désir d'enfant était seulement partagé par 2 personnes du trouble. Il y avoir cette idée de comment on va de l'avant si ce projet d'enfant-là, il n'est pas partagé par les 3 personnes. Est-ce que ça signifie la rupture de ce trouble-là? Ben, évidemment, non. Ils ont trouvé des manières de s'arranger qui sont, encore une fois, qui témoignent de cette écoute, de cette communication, puis de cette possibilité de création, de créativité. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Voilà. Encore 1 minute pour une dernière question, sinon on discutera à l'apéro. Merci beaucoup pour vos présentations et discussions.
Ma question, ce serait comment est-ce que les parents que vous avez rencontrés ont eu les informations, les fameuses informations dont on parle et qu'on dit qu'il manque? Est-ce qu'il y a une majorité qui se dégage, les recherches Internet, bouche à oreille, association? Est-ce qu'il y a une tendance particulière? Pas forcément. Deux sources principales. En y réfléchissant rapidement, il y a donc beaucoup de gens qui ont mobilisé des associations. Après, c'est évidemment tributaire de où tu habites, de l'existence de ces associations-là sur les lieux. Puis de plus en plus, la possibilité d'avoir des informations sur Internet. Donc, il y a un certain nombre de pages Facebook, de réseaux sociaux par lesquels soit on peut se retrouver ensuite en présentiel. Donc, moi, je trouvais ça intéressant de voir que, juste depuis dans les 2 dernières années où j'ai mené ma recherche, j'ai vu émerger un certain nombre de groupes locaux de parents ou de coparents queer qui peut-être ne vont pas perdurer à travers le temps, mais qui montrent à quel point il y a une nécessité justement de réseauter avec des gens qui ont les mêmes interrogations que nous, et notamment le même besoin d'information qui n'est pas, à bien des égards, on ne l'a pas évoqué, mais qui sont souvent des informations qui ne sont pas détenues aussi par les gens qui sont professionnels de la santé, etc. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci à tout le monde d'être venu ce soir. Et puis, je vous invite à l'apéritif et à consulter le programme de la campagne qui dure jusqu'à mercredi. Et prenez des affiches, prenez des cahiers de coloriage. On aimerait être plus léger en partant.